Bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur l'IA éthique et responsable, comment passer à l'échelle. L'IA générative, vous en avez tous entendu parler, vous l'avez tous utilisée. C'est très simple en apparence. On pose une question utilisateur en langage naturel et on obtient une réponse basée sur un modèle de fondation. Ça peut correspondre à des usages légitimes, où je vais poser une question qui va attendre une réponse précise qui va être obtenue. Ou alors, on peut avoir des usages qu'on va vouloir prévenir parce qu'on ne veut surtout pas que l'IA se mette à répondre à des choses qui peuvent mettre l'entreprise en difficulté. Et dans ce cas-là, il va falloir lever des alertes. En réalité, dans un projet, on ne va pas se contenter en fait de poser une question et d'attendre une réponse. On va se baser en fait sur des bases de données de connaissances qu'on va appeler des RAG. On va avoir des chaînes de messaging, on va avoir divers agents qui peuvent être spécialisés dans certains secteurs et on va avoir également de la mise en cache et des garde-fous. Et au-dessus de tout ça, vont se positionner en fait une couche de sécurité et de gouvernance avant de pouvoir fournir à l'utilisateur une réponse. Quand les projets vont se multiplier, ça va poser d'autres challenges parce que justement, on ne va pas vouloir démultiplier notamment les points de vérité sur les procédures de l'entreprise. On va vouloir quelque chose d'unifié. Et donc, pour ça, on va devoir passer à l'échelle et industrialiser. Donc, pour avoir des environnements gérés et gouvernés, ça va passer par une approche plateforme où on va avoir une application qui va avoir une logique applicative et des données qui lui sont propres et une plateforme qui va correspondre à plusieurs services partagés, des blueprints de déploiement, un canal d'accès unique à différents modèles, avec des bibliothèques réutilisables et des politiques de gouvernance. Tout ça, ça va permettre en fait d'accélérer le passage en production. Ceux qui étaient à la keynote ce matin, Bernard Vogels en parlait justement. Et donc, les bénéfices d'une telle plateforme, ça va permettre d'avoir des développements rationalisés, de pouvoir passer à l'échelle facilement. On va avoir un passage à l'échelle qui peut être radical, qui va être de 1 à 10 ou de 1 à 100 dans certains cas. Une mitigation des risques, parce que du coup, les risques sont centralisés et gérés sur une plateforme unique. Et en plus, ça va permettre d'avoir une agilité accrue, parce qu'on a une approche finalement DevOps qu'on a centralisée en fait en termes d'intelligence artificielle dans cette plateforme, et par voie de conséquence, une optimisation des coûts. Au niveau des différents composants d'une plateforme, on va commencer par avoir un hub de modèle. Qui dit hub de modèle dit passerelle. Il va falloir orchestrer tout ça pour savoir quel agent on appelle dans quel contexte. Potentiellement, on peut avoir besoin de personnaliser les modèles et de gérer les bases de données qui vont correspondre au point de vérité de l'entreprise qu'on va mettre à disposition des personnes. Tout ça, ça s'appuie sur des couches d'observabilité et de sécurité et de gouvernance pour réussir à avoir une IA responsable. Donc, pour pouvoir arriver à un résultat, ça va passer par une évaluation qui va être mixte, qui va être à la fois programmatique et humaine. Et Khalil Benhamed, donc responsable de l'innovation et de l'IA éthique chez Sofinco, va vous expliquer comment ils ont mis ça à l'échelle. Je suis Sophie Bismuth, architecte solution chez AWS. Bonjour à tous. Alors, déployer une IA à l'échelle, ça peut être relativement simple aujourd'hui. Déployer une IA responsable, c'est un vrai défi et c'est le défi qu'on a entrepris côté Sofinco. Je suis Khalil Benhamed, responsable de l'équipe innovation IAGEN et je viens vous partager notre démarche, nos développements autour de la construction d'une vraie plateformisation autour de l'IA responsable. Et on va rentrer dans les enjeux concrets. Alors, Sofinco, vous devez sûrement connaître, hein, Sofinco accompagne nos consommateurs sur le crédit à la conso depuis plus de 70 ans sur du financement, de l'assurance, du N-fois-CB, des produits aujourd'hui largement répandus. Et en même temps, on a aujourd'hui un groupe CAPFM qui peut être moins connu, Personal Finance and Mobility, qui couvre aujourd'hui plus de 17 millions de clients dans le monde et qui a une singularité. La singularité du groupe CAPFM, c'est qu'il a engagé une démarche plutôt d'entreprise à responsabilité sur deux axes majeurs. Le premier, c'est vraiment une économie à bas carbone en favorisant le financement de véhicules plus green et poussant justement les offres de financement plutôt verts et surtout des actions concrètes sur l'inclusion sociale et notamment
rendre finalement nos offres de services beaucoup plus disponibles à tout le monde. Et c'est au-delà de fédérer vraiment l'entreprise, ces valeurs-là aujourd'hui résonnent avec notre démarche, dans la mesure où aujourd'hui on a un vrai enjeu de gérer justement cette relation peut-être conflictuelle entre IA et RSE, et en même temps d'accélérer sur l'IA et démocratiser sa mise à disposition pour l'ensemble des collaborateurs et aussi à nos clients dans le futur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers notre démarche. Donc, déjà, en parlant d'IA générative chez Sofinco, on va se poser la question pourquoi? Pourquoi on fait de l'IA générative? On a identifié 3 axes majeurs d'application. Le premier, ça va être vraiment la relation client. On vise à transformer notre relation client sur tous les canaux qu'on va avoir en termes d'échange, que ce soit sur la partie, on va dire, téléphonie, sur la partie mailing, sur la partie chat. Tout ce qui couvre aujourd'hui la relation client nécessite finalement d'être accompagné avec des outils puissants pour fluidifier finalement pour nos conseillers cette activité et apporter un petit peu d'automatisation dans l'approche. Deuxième point, ça va être la performance des métiers. Là, on a vraiment des enjeux d'automatisation et de gains, d'amélioration des marges. Et pour finir, le quotidien des collaborateurs, c'est quelque chose qui est assez commun aujourd'hui, c'est de pouvoir justement tacler les tâches répétitives du quotidien. Alors, on a commencé notre roadmap comme un petit peu tout le monde. On a démarré avec de l'idéation. Très vite, on est parti sur des POC. Et c'est là où on a fait très très vite le parti pris de partir sur une approche de plateformisation. C'est-à-dire dès le T3 2024, on a commencé à industrialiser nos POC et en même temps de créer une approche de plateformisation autour de l'IA responsable et des cas d'usage associés. Et donc ça a été notre focus sur 2025. Et on vient aujourd'hui vous faire une sorte de rétro un petit peu sur tout le travail qu'on a appliqué sur 2025 avec tout ce qui a été produit en termes de cas d'usage sur la relation client et pas que. Et on va vous présenter un petit peu la suite qu'on voit aujourd'hui sur 2026. Notamment, on parle d'agentique, donc des IA de plus en plus autonomes, et comment on va étendre finalement tout cet écosystème vis-à-vis justement de ce qu'on prévoit de faire. Alors, il faut comprendre qu'on ne part pas de zéro. On a déjà cet ADN de la plateformisation, notamment sur la partie data. Dès 2022-2023, on a plateformisé l'approche data avec un socle de type Snowflake aujourd'hui, qui est déjà cloudifié et qui nous permet d'avoir un accès déjà à la donnée qui est assez bien gouverné et déjà disponible. À partir de 2023, on a aussi entrepris finalement une démarche de plateformisation sur l'IA plutôt prédictive pour avoir des modèles d'IA plutôt sur l'IA plutôt prédictive de type clustering, etc. pour nos data scientists, de leur avoir un écosystème sur leur cloud qui leur permette justement d'élaborer ces modèles-là. Et avec l'arrivée de l'IA générative, tout naturellement, on a étendu finalement cet écosystème pour constituer une plateforme autour de l'IA responsable, et notamment avec l'introduction du concept de Sophia Hub qui va être justement notre démarche. Pourquoi on va parler d'IA responsable? Ça va être aussi une question qu'on doit se poser. C'est que, quelque part, déjà, il faut qu'on réponde à cette question de conflit qu'on peut retrouver entre la partie RSE et potentiellement l'usage des IA. Aujourd'hui, on a une entreprise qui a une vraie ambition RSE avec des approches de labellisation d'entreprise. Et donc, on ne pouvait pas mettre sous le tapis, finalement, ces engagements qu'on a aujourd'hui à l'échelle de l'entreprise. On a aussi des convictions profondes au sein de l'équipe qui font que c'est un élément clé qu'on devait traiter dès le début, dès le design, finalement, de l'approche de plateformisation. Deuxième axe majeur, c'est le normatif. Le normatif va être très, très challengeant, notamment vis-à-vis de l'IA Act. On a aussi un normatif bancaire, financier, notamment DORA, et on a un cadre normatif du groupe Crédit Agricole qui est aussi challengeant et donc qui nous pose un contexte d'usage de l'IA qui est très défini et précadré qu'on va devoir gérer sur l'ensemble de nos cas d'usage. Et pour finir, j'appellerais ça le time to Gen AI. On s'est fixé quand même une ambition de 10 cas d'usage pour nous pousser à accélérer et c'est quelque chose qu'on se devait justement d'implémenter avec une approche de plateformisation. Alors, si je pose ça sur une équation, finalement, la somme de nos enjeux business qu'on a présentés et les valeurs qu'on porte, que ce soit au sein de l'équipe, mais aussi au sein de l'entreprise, nous ont amené dans cette réflexion dès le départ, by design, d'une approche de plateformisation, que ce soit des produits IA génératifs, mais aussi d'une pratique IA responsable autour de ces produits-là. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui ensemble, à travers finalement une solution qui s'appuie sur 3 piliers qu'on va retrouver tout au long de la présentation. Vous allez retrouver le pilier data. Donc là, c'est vraiment, on va dire, c'est là où vous allez poser vos éléments différenciants en tant qu'entreprise. La data, c'est ce qui fait que vous avez finalement de la connaissance qui n'est pas apprise dans les modèles et que vous allez devoir remonter au niveau de vos modèles d'IA génératifs. Vous allez avoir la partie IA générative. Là, on va retrouver un petit peu
toute la mécanique autour de l'IA, des inférences et toutes les problématiques pour contrôler finalement et maîtriser les IA. Tout en haut, avoir les usages. Le troisième pilier, ça va être les usages, à travers les cas d'usage qu'on va déployer dessus, mais aussi des approches de dashboard IA responsable et de hub. Et une colonne vertébrale qui est très très importante, qui va être l'observabilité, et qu'on va vous présenter aujourd'hui, et qui finalement lie l'ensemble des piliers. J'ai parlé beaucoup d'IA responsable, je ne l'ai pas forcément défini. Il faut savoir, c'est vraiment, il faut le voir comme une boussole finalement dans toutes les approches de développement que vous allez avoir. On va retrouver 4 axes majeurs quand on parle de cette boussole-là. La confiance qui est très liée à la transparence, entre parenthèses. La conformité qui est vraiment liée aux enjeux normatifs, mais aussi sécuritaires. La durabilité, là on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment de pouvoir mesurer nos impacts et pouvoir être dans la frugalité. Et l'éthique, ça nous questionne finalement sur l'utilité de ce qu'on est en train de mettre en place et l'intérêt finalement de mettre en place des IA. Et donc cette boussole-là, vous allez la retrouver dans l'ensemble de la présentation pour voir à quel point on l'a déclinée finalement dans notre approche de plateformisation. On va commencer un petit peu avec le nerf de la guerre, c'est la data. Alors on parle beaucoup d'IA, un petit peu moins de data, mais quelque part, tout ce qui est différenciant pour vous va être sur votre couche data, c'est-à-dire la connaissance qui n'est pas apprise dans les modèles et qui font que vous allez avoir des IA qui sont complètement différentes des IA des autres entreprises. Et donc il y a un vrai sujet sur la partie gestion de la connaissance, sur la partie data, qui est un pain point qu'on oublie parfois et qu'on retrouve dès qu'on est dans une logique de production et qui devient vraiment majeur en termes justement de plateformisation. Alors on va revenir aux fondamentaux quand on parle de data. Quelque part, on va mettre un cas d'usage, on va mettre de la data dedans, et après 2 semaines, on va devoir mettre à jour de la base de connaissances, parce qu'on a fait du ragging, on a fait du fine-tuning, etc. Et là, il y a un risque majeur, c'est lors de la mise à jour, on va perdre la donnée. C'est-à-dire, la mise à jour documentaire, on a posé ça sur un SharePoint, le document est perdu, et votre agent qui répondait normalement correctement perd l'information. Imaginons demain que vos agents deviennent autonomes, ça veut dire que votre agent n'a plus la procédure pour répondre à la partie opérationnelle attendue. Donc vous êtes en risque opérationnel. De la même manière, vous mettez à jour votre base documentaire, la procédure n'est pas mise à jour, elle devient caduque. Donc vous avez potentiellement des agents autonomes qui s'appuient sur des procédures caduques qui peuvent mettre en risque le fonctionnement de votre système d'information. Donc il y a un enjeu fondamental de s'assurer de la qualité documentaire et en même temps de la réplication finalement de la vision de données qu'on doit avoir sur les agents. Alors comment on le traite? Il y a 2 axes majeurs. Le premier, ça va être la gouvernance. Alors établir une gouvernance, c'est pas simple. Nous, notre parti pris, ça a été de partir sur des approches domaine-driven, c'est-à-dire on a défini des domaines métiers avec l'ensemble des directions métiers. Sur chaque domaine métier, on définit un data owner et un content manager, et à partir de ce moment-là, ces rôles-là deviennent responsables vraiment du contenu documentaire qui alimente nos agents. L'idée, c'est de se dire, je ne raisonne pas agent, je raisonne domaine, et donc mon domaine doit être tout le temps aligné vis-à-vis de la vision documentaire que je dois avoir au sein de l'entreprise. À partir de ce moment-là, si on a une vision de domaine très claire, établie et bien gouvernée, nous, en miroir, côté IT, on est en mesure d'automatiser finalement des ingestions autour de ces domaines-là. Et donc finalement d'appliquer une sorte de logique miroir d'automatisation et d'ingérer en quasi temps réel, c'est là où on a un besoin d'automatisation, ces données-là au sein des RAG et au sein finalement des logiques IA qu'on va avoir. Et donc, quelque part, ces doubles logiques entre conformité à travers justement la gouvernance et l'automatisation par des pipelines nous permettent aujourd'hui d'avoir des IA qui répondent justement à l'enjeu métier et ne nous mettent pas en risque vis-à-vis des cas d'usage. Alors, on a vu la partie data. Là, on va rentrer un petit peu dans, on va dire, le cœur, qui est la partie plutôt GenAI. Et on va s'intéresser tout de suite, on va faire un focus sur la notion de guardrails, qui est très, très important. De la même manière qu'on n'a pas envie d'avoir une IA qui n'est pas à jour sur la base documentaire, on n'a pas non plus envie d'avoir une IA qui répond sur la recette de la tarte à la fraise dans un domaine d'entreprise. C'est coûteux, ça va créer de l'inférence, donc de l'impact, ça va consommer des ressources et donc ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise. Pareil, on n'a pas envie d'avoir des prompts qui mettent en risque finalement l'intégrité des données de l'entreprise. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'usage de l'IA, que ce soit quand vous démarrez en interne, mais aussi demain face à vos clients. Donc les guardrails sont une réponse aujourd'hui qui permet justement d'apporter une sécurité contextuelle à l'usage de votre IA.
Comment ça s'opère réellement? Les garde-fous, les guardrails, ils vont analyser le prompt de l'utilisateur, vraiment les données en entrée. Ils vont établir si c'est légitime ou pas en fonction finalement des règles que vous allez définir. Si c'est le cas, l'utilisateur va pouvoir agir avec le modèle. Si ce n'est pas le cas, il va être rejeté tout de suite. Et en même temps, les guardrails vont aussi analyser le retour des IA. Ça, c'est hyper important parce que c'est là où on va avoir potentiellement des fuites de données. Et donc, en analysant aussi le retour de l'IA, on va être en mesure de bloquer si le retour est suspect ou n'est pas compliant par rapport au contexte d'usage. Et donc, les guardrails offrent une solution, quelque part, d'analyse quasi en temps réel de l'ensemble, finalement, des interactions qu'on va avoir avec l'IA et définir un cadre sécurisé d'usage. Comment réellement ça s'implémente? Aujourd'hui, il y a deux logiques. Il y a une première qui s'implémente, on va dire, by design sur AWS, à travers leur service Bedrock qui permet d'activer des guardrails. Ça permet d'aller très très vite sur l'activation de ce genre de logique et d'écrire les règles métiers associées. Et en même temps, on peut travailler sur des guardrails sur mesure qui permettent d'aller très vite, très loin plutôt, dans les spécifications du contexte d'usage. Et aujourd'hui, nous, on a adopté une approche hybride, c'est-à-dire on utilise la partie managée pour aller vite poser un socle et la partie sur mesure pour aller dans le détail des spécifications de chaque cas d'usage. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'au final, vous devez avoir un minimum une maîtrise contextuelle de l'usage de votre IA sur l'ensemble de la plateforme. Aujourd'hui, pour nous, le socle guardrails n'est pas une option. Chaque nouveau cas d'usage profite du socle et est intrinsèquement branché dessus. Ça veut dire qu'on n'a pas cet effort d'intégration de guardrails à proprement parler. Il suffit de le définir dès le départ au niveau de la plateforme et chaque nouveau cas d'usage va pouvoir bénéficier d'une logique de sécurisation, contextualisation qui est disponible et donc établit une certaine confiance dans les usages qu'on va avoir. De la même manière, on va pouvoir aller plus loin et rajouter des guardrails. Néanmoins, vous allez avoir un premier niveau qui permet d'établir cette sécurisation et contextualisation. On a vu les guardrails, axe majeur de sécurité. On va parler un petit peu de workflow GenAI, un petit peu d'agentic aussi. Il faut comprendre qu'à partir du moment que vous voulez plateformiser une IA industrialisée, vous devez avoir accès à l'ensemble des modèles LM du marché. Donc, vous devez créer une sorte d'abstraction vis-à-vis de votre éditeur et en même temps, vous devez avoir une maîtrise de tout le cycle de vie de la création de vos agents IA. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui à travers la plateformisation. On a créé finalement des composants qui nous permettent de tacler de manière systémique à des problématiques récurrentes qu'on retrouve quand on parle d'IA, notamment les orchestrations d'IA. Demain, vous allez avoir envie, plus vous allez avancer, plus vous allez créer des workflows un petit peu plus complexes finalement sur l'IA et non pas uniquement des interrogations. Et donc, vous avez besoin d'avoir des composants qui vous permettent d'établir ces workflows. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cœur fonctionnel. On a créé des composants qui nous permettent des orchestrations de plus en plus complexes, qui nous permettent d'interagir avec la partie documentaire et de créer ce qu'on appelle des prompts catalogues qui nous permettent de les récupérer en temps réel. Au-dessus, finalement, de ces orchestrations, on a aussi plugué des outils et des librairies de type Ecologit qui permettent de mesurer en temps réel l'impact des inférences que vous allez avoir sur la plateforme. Ça veut dire concrètement que tout nouveau cas d'usage qui va utiliser la plateforme bénéficiera de l'ensemble de la stack que je vous présente ici sur le cœur fonctionnel. La partie knowledge management, c'est vraiment la gestion de la connaissance. Ça permet de gérer toute la partie data qu'on va avoir vis-à-vis des ingestions, de la journalisation, etc. Et on a une partie analytique qui est importante qui permet de déverser tout le comportement utilisateur de manière à pouvoir suivre par cas d'usage finalement les différentes interactions et ainsi les pertinences des IA qu'on va déployer. Donc on a une certaine architecture qui nous permet de factoriser des problématiques majeures quand on va commencer quelque part à aller dans la complexité de l'IA. Et si on va plus loin, on va commencer à parler d'agentique, il faut voir que l'agentique, c'est le fait de pouvoir adosser finalement à tout ce qu'on a mis en place, des logiques de workflow encore plus complexes qui deviennent quasi autonomes et des outils. Quand on parle d'outils, ça peut paraître abstrait, mais on parle d'API, de bases de connaissances, de CRM. Donc demain, j'ai envie que mon agent puisse lui-même piocher finalement sur ces différents tools ou items qui sont disponibles à lui. Et donc pour nous, ça devient un complément finalement qui permet de maintenir toute la sécurisation qu'on a vue, toutes les inférences qui sont gérées par exemple par un Ecologit et en même temps de compléter la plateforme. On a vu la partie workflow, on va finir avec la partie évaluation. L'évaluation, c'est un vrai pain point de l'IA. C'est-à-dire au départ, on est très content, on a livré un cas d'usage,
ça marche plutôt bien, on l'a évalué, ça fonctionne, tout le monde est content, et au bout de quelques jours, on va devoir le mettre à jour. Et dès qu'on l'a mis à jour, bah, la question qui va se poser, c'est comment je m'assure que j'ai finalement amélioré ou potentiellement dégradé mon modèle. La question, elle va se poser sur l'ensemble des cas d'usage que vous allez déployer sur les IA, hein. Et donc, quelque part, généralement, la méthode qu'on applique, c'est une méthode manuelle, hein. On va aller voir les experts métiers, on va leur dire, OK, vous avez une nouvelle version, testez. Allez-y, vous allez pouvoir tester des questions que vous allez laisser dans un fichier Excel à côté et vous allez pouvoir nous donner un feedback. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle monopolise du temps d'expert, qui est très très cher. C'est lent et coûteux. On introduit des biais humains aussi dans ces évaluations qui sont demandées à ces experts-là. Et on est très limité en termes de volumétrie. Ça veut dire que dès qu'on va commencer à évaluer, on va s'arrêter à 10 tests et on aura un premier feedback qui peut ne pas être pertinent. C'est là où on introduit une approche d'automatisation sur les évaluations. L'idée, c'est de se dire, on va utiliser vraiment l'IA pour pouvoir évaluer une première logique, on va dire, qui nous donne une orientation, tout en introduisant des logiques de human in the loop, c'est-à-dire on a toujours l'humain qui est là pour assurer de la cohérence de ce qu'on est en train d'évaluer. Et donc c'est beaucoup plus rapide et efficace. On a le humain dans la boucle et on utilise des IA pour évaluer des nouvelles IA. Alors comment ça se traduit concrètement? C'est vraiment en 2 étapes. Généralement, ce qu'on commence par faire, c'est constituer notre base de connaissances. Si elle est déjà constituée, on va pouvoir passer à la partie génération. La génération, c'est on va créer un dataset où l'IA va créer les questions et les réponses pour répondre à ce set de données. Ça va le générer voilà, sur une pipeline qu'on va pouvoir tout de suite donner à nos experts métiers et donc ils vont faire le rôle de validateur. Au lieu de demander à un expert métier de faire lui-même les tests un à un, de répondre aux questions, on va lui poser le dataset, il va tout de suite valider, affirmer ou infirmer finalement les différentes propositions et on aura à la fin un dataset complet avec toutes les évaluations métiers associées, une sorte de golden source qui va nous permettre de passer à l'étape 2, qui est celle de l'évaluation. À partir du moment qu'on a ce dataset-là, on lance une interrogation de notre IA avec une autre IA, justement, de manière à pouvoir le mettre en conditions réelles. On va récupérer les résultats et les comparer au dataset à travers des approches ML. Et là, on va pouvoir visualiser les écarts et se donner tout de suite une logique empirique. Est-ce qu'on est en train d'améliorer, dégrader sur des métriques, par exemple sur l'hallucination, la faithfulness? On a aujourd'hui une littérature sur ces métriques-là qui nous permettent tout de suite de donner des tendances en se disant, est-ce qu'on est dans l'amélioration ou la dégradation du cas d'usage? Ça nous donne des résultats pour pouvoir décider rapidement et engager la mise en production des évolutions qu'on va avoir. Donc, c'est ultra efficace. On divise par 6 quasiment le temps qu'on met pour pouvoir évaluer les cas d'usage IA génératifs. C'est très scalable parce que finalement, quand on a mis en place cette pipeline, elle est adaptable à n'importe quel cas d'usage. On prend une nouvelle base de connaissances, on la plug, on lance la pipeline et ça nous donne le dataset. Elle est modulaire dans le sens où on peut même l'utiliser pour améliorer les guardrails custom qu'on va mettre en place. Et elle est fiable dans la mesure où elle a été validée à 95% par les métiers suite justement à nos évaluations. Donc c'est un vrai accélérateur et c'est un enjeu majeur. L'évaluation, on en a entendu parler ce matin, mais il faut savoir que dès que vous allez avoir des cas d'usage déployés de plus en plus, vous allez avoir besoin de ces briques d'évaluation. On a parlé de data, on a parlé d'IAGène. Là, c'est le moment de parler d'observabilité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une colonne vertébrale qui est, elle, pluguée à l'ensemble des piliers de la plateforme. Quand on parle d'observabilité, c'est vraiment, on parle des enjeux majeurs qu'on veut contrôler sur l'IA. Il faut garder à l'esprit qu'on ne développe pas les LLM. Ils sont développés par d'autres entreprises. Donc, personne ne maîtrise le comportement qu'on va avoir sur des IA. Est-ce que vous voulez avoir une IA qui se comporte de manière complètement désalignée avec vos enjeux métiers? La réponse est évidemment non. Le sujet, c'est de pouvoir l'identifier. Et donc, l'observabilité est là pour pouvoir assurer cette conformité, cette sécurité, traçabilité, mais aussi établir la performance et la durabilité de nos systèmes d'IA. Comment on le fait aujourd'hui? Étant donné qu'on a créé cette architecture qui nous permet de reprendre la maîtrise sur les IA, c'est-à-dire on est responsable des modules qu'on a mis en place, on est capable de traquer que ce soit les entrées-sorties des modèles, les feedbacks des utilisateurs qu'on va avoir sur les cas d'usage, on va pouvoir traquer les déclenchements des guardrails, de savoir si un input a déclenché ou pas un guardrails, on va pouvoir en temps réel identifier l'impact écologique des inférences qu'on va avoir selon les différents modèles à travers Ecologit, et on va voir les temps d'exécution et les tokens consommés.
Tous ces éléments-là sont déversés dans une observabilité qui te permettent d'avoir un tracking et une évaluation continue, d'avoir des alertings sur les logiques de guardrails, de la traçabilité et de réellement pouvoir agir sur la plateforme. Agir dans le sens où, demain, si j'identifie que j'ai un pic de déclenchement de guardrails, ça veut dire que ma plateforme se fait attaquer potentiellement par des prompt attaques. Et je vais devoir tout de suite réagir en potentiellement bloquant un cas d'usage et mettre finalement des opérationnels sur une task force. Ça, c'est un enjeu majeur. Le deuxième, ça va être potentiellement d'analyser un petit peu ce qu'on va avoir en termes de réponses pour pouvoir améliorer les modèles. Et donc, ça nous donne un champ d'action de rétro-feedback, mais aussi de contrôle qui est assez majeur, qui devient finalement une vraie colonne vertébrale de l'IA aujourd'hui. Alors, comment ça se fait? Comme je l'ai partagé, le Sophia Hub, donc la partie usage, va pouvoir identifier les entrées-sorties des utilisateurs, les déclenchements des guardrails. Ça descend à la plateforme GNAI qui, elle, complète avec des données, des librairies de type écologique, des évaluations. Ça redescend dans la partie data, et là, on a une observabilité quasi en temps réel. Alors, quand on parle d'observabilité, il y a deux enjeux majeurs, hein. Il y a une observabilité plutôt technique, pour les développeurs, etc. Et on a du pilotage opérationnel sur les évolutions de consommation, l'impact RSE de la plateforme, est-ce qu'il augmente, etc. Et donc, ça permet justement d'avoir cette traçabilité quasi complète. Alors, on a observé, on a déversé toutes nos données, et là, on se rend compte qu'on a un flux de données monstrueux. C'est-à-dire, j'ai toutes les requêtes, toutes les entrées sorties, et potentiellement, je suis peut-être incapable d'identifier dans cet amas de données quelle requête pourrait potentiellement être une prompt injection ou une toxicité qui a bypassé par exemple mes guardrails. C'est là où on rentre dans les principes un petit peu d'analyse de l'observabilité, et l'intérêt c'est de dire je vais appliquer une IA, une sorte d'LLM as a judge qui va observer tout ça. Le problème c'est que si on le fait, on a plus de 15 000 requêtes par semaine, ça va coûter très cher, plus de $300, un coût carbone qui va être très élevé, et donc ce n'est pas dans la démarche qu'on a proposée. L'idée, c'était d'appliquer une hybridation avec des approches ML classiques de clustering, d'identifier les outliers justement qui pourraient potentiellement poser un problème, et là d'appliquer dessus de l'IA générative en logique, on va dire plutôt LLM as a judge, de manière à identifier les potentielles attaques qu'on va avoir sur le dataset d'observabilité qu'on va avoir. Et donc ça permet d'allier finalement hybridation entre ML et IA générative et d'avoir une observabilité qui va jusqu'au bout de l'analyse de toutes les données qu'on va avoir. On a vu la data, l'IAGN, on a vu la brique d'observabilité, et maintenant on va rentrer dans les usages. L'idée, c'est de vous partager vraiment qu'est-ce qu'on met dans les usages aujourd'hui autour de la plateforme Sophia Hub, qui les cristallise entre parenthèses. Donc on va avoir tout en haut vraiment les usages qui sont utilisés par nos métiers, que ce soit des assistants déployés par l'IT, mais aussi on va voir des agents plutôt autonomes qui sont partagés plutôt aux collaborateurs. Deuxième point, on va avoir un dashboard IA responsable. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la transparence vis-à-vis de nos utilisateurs sur tout ce qui s'opère sur la plateforme. Et aussi de l'accompagnement, on va le voir sur justement toutes ces valeurs autour du RSE. Et troisième point, on va avoir le hub, qui est lui plutôt un hub technologique qui nous permet de factoriser, d'accélérer le développement de cas d'usage d'une manière quasi industrielle. Donc on va commencer par les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, on s'est focalisé sur la relation client dans un temps 1, et donc on avait cette ambition de 10 cas d'usage d'assistants experts pour l'année 2025. Donc naturellement, le mailbot nous vient tous à l'esprit en se disant, oui, c'est un cas d'usage très simple, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on est allé un petit peu plus loin que rédiger un mail. L'idée pour nous du mailbot, c'est de dire, on est capable d'analyser l'intention du mail client, d'associer un plan d'action issu des procédures internes qui donne tout de suite un stepper au conseiller pour lui dire dans telle situation, il est favorable de consulter telle documentation pour être sûr de vérifier finalement les éléments du dossier. Donc finalement, raguer une partie de la connaissance vis-à-vis du traitement du mail et donc de l'action réelle que va faire le conseiller au-delà de répondre à un mail. À partir de là, il aura fait son action, il va pouvoir avoir des suggestions de réponses et à la fin avoir une synthèse de l'échange qui lui permettra d'inscrire ça au niveau du dossier. Donc c'est un vrai workflow, c'est pas juste une aide à la rédaction de mail, mais c'est vraiment un assistant dans l'activité du mailing. Donc c'est pas un mailbot de type aide-moi à rédiger un mail, non, c'est j'ai un processus aujourd'hui d'échange avec un client sur le canal mailing, aide-moi sur l'ensemble de l'activité pour que je puisse accélérer à ce niveau-là.
Asco, c'est l'assistant conseiller. Là, on parle vraiment de pouvoir mettre à disposition de nos conseillers de l'ensemble de la base documentaire qui traite tout le cycle de vie du crédit. Que ce soit de l'octroi au recouvrement, au contentieux, on a des centaines, voire des milliers de documents aujourd'hui qui datent même des années 2000. Et donc, on avait un vrai enjeu opérationnel sur les faits de les rendre disponibles à nos conseillers. Donc là, aujourd'hui, c'est un cas d'usage concret qu'on va d'ailleurs voir en démo. Et un petit peu pour voir des logiques différentes, on va vous présenter aussi Agilus, qui est un produit 100% IAGEN. C'est-à-dire là, on est vraiment parti du fait qu'on allait créer un parcours IAGEN qui permet d'hyper-personnaliser l'offre sur la partie LLD auto. Et donc, vous allez le voir, c'est complètement différent dans l'état d'esprit de ce que vous pouvez peut-être voir sur d'autres cas d'usage. Là, on demande à l'IAGEN de personnaliser une expérience utilisateur. Et on a des assistants plutôt collaborateurs de type IK pour la partie RH et un Sophia Chat qui est en sorte de Secure GPT pour l'ensemble des collaborateurs. Et l'idée, c'est qu'à terme, justement, toutes ces solutions, on vise un déploiement de plus de 3000 collaborateurs fin 2025 et une extension d'usage qu'on va voir par ailleurs vis-à-vis du groupe Crédit Agricole. Bulger Agent, c'est aussi une autre manière de démocratiser l'IA. C'est la capacité qu'on a mis en place dans Sophia Hub qui permet à travers un parcours à n'importe quel utilisateur qui ne maîtrise pas l'IA, de pouvoir, à travers les différentes étapes, décrire son besoin pour arriver à créer à la fin un agent qui l'aide dans son activité. Nous, notre rêve, c'est qu'à la fin, les utilisateurs ne sollicitent pas pour consommer l'IA. On aimerait que chaque collaborateur puisse devenir une sorte de citizen developer de l'IA et qu'il puisse développer, craquer son cas d'usage du quotidien sans nous solliciter. Et donc le Bulger Agent, il est vraiment dans cet état d'esprit et on va le voir en démo après, comment ce parcours-là aujourd'hui nous aide justement à donner un vrai outil à nos collaborateurs pour s'émanciper entre parenthèses de l'IT et en faire vraiment un vrai enjeu business pour eux. On a vu les cas d'usage. Il faut savoir que tous ces cas d'usage-là aujourd'hui s'inscrivent dans Sophia Hub, qui lui porte un dashboard IA responsable qui est disponible à l'ensemble des utilisateurs. Du moment que vous connectez sur Sophia Hub, vous allez avoir accès à ce dashboard-là. L'idée de ce dashboard-là, c'est vraiment d'informer, accompagner et responsabiliser nos utilisateurs. Étant donné qu'on a une maîtrise complète sur les données qui sont en entrée-sortie, les mesures RSE, et donc finalement une vision plutôt systémique de l'IA, on la retranscrit à nos utilisateurs à travers ce dashboard-là qui va les aider à agir sur leur consommation. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir un élément de mesure de leur impact écologique à travers tout ce qu'on a mis côté RSE, côté plutôt écologiste. Et donc, ils vont avoir par cas d'usage l'usage, les émissions CO2 qu'ils vont avoir émis entre parenthèses sur le cas d'usage. On va intégrer tout de suite l'accompagnement au changement avec des bonnes pratiques qui sont intégrées dans le prompting, dans le dashboard. Et on va commencer à associer des logiques de formation. C'est-à-dire, on veut que nos utilisateurs n'aient pas des parcours de formation qui sont dispersés sur l'IA et qui se retrouvent finalement un petit peu à consolider tout ça. L'idée, c'est de dire, j'ai un écosystème finalement, que ce soit d'usage, mais aussi finalement de responsabilisation qui est intrinsèque à Sophia Hub. Et donc, on va avoir les formations, mais aussi une certaine mesure qu'on va nous évaluer de la maturité de l'utilisateur à travers l'accomplissement des formations, mais aussi finalement la manière d'utiliser l'IA, le niveau de prompt qu'il va avoir, etc. Donc ça, c'est un vrai game changer dans la mesure où l'utilisateur devient lui-même acteur de sa propre adoption de l'IA et c'est un vrai vecteur finalement qu'on propose aujourd'hui à nos utilisateurs. On a vu le dashboard, maintenant on va se focaliser sur la partie Hub, donc la partie plus technologique, on va dire, du Sophia Hub. Alors pourquoi on vous présente ça? Parce que c'est assez intéressant. C'est un élément vraiment d'accélération. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait redévelopper à chaque fois les 10 cas d'usage? On avait cette ambition de 10 cas d'usage, et donc si on devait redévelopper les écrans, etc., ça avait un certain coût sur l'année 2025. Et on a eu cette idée de se dire, au même titre qu'on va plateformiser l'IA en soi, on va aussi plateformiser les usages à travers une bibliothèque de composants graphiques. L'idée derrière ça, c'est de dire, moi, je veux créer un nouveau chatbot qui porte sur, par exemple, une base du légal, quelque part. J'ai juste envie de décrire mon modèle, décrire la base de connaissances sur laquelle je veux pointer, établir le prompt système que je veux utiliser et définir le niveau de guardrail que je veux activer. J'envoie ces paramètres à un moteur qui, lui, va utiliser la plateforme IA générative pour me traduire une réponse IA générative. C'est exactement ce qu'on a fait avec Sophia Hub et on va le voir dans la démo. L'idée aujourd'hui, c'est que
quand on déploie un nouveau chatbot, en fait, on redéveloppe rien. Ça nous coûte le coût de la configuration et la base de connaissances. Donc, sur des logiques très simples où on a besoin juste d'un chatbot, on va consolider une base de connaissances, lancer la configuration et on a un chatbot qui va arriver tout de suite sur la plateforme avec tout ce qu'on a vu, l'observabilité, la partie RSE, il va arriver dans le dashboard IA responsable. Donc, il est complètement intégré dans l'écosystème. Et donc, ça fait de lui un nouveau cas d'usage disponible à nos utilisateurs. Place à la démo. Alors, je vous précise que la démo, elle va très vite, donc je vais essayer de suivre le rythme. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir le Mailbot, Asco, Agilus et un petit peu des éléments de la plateforme Sophia Hub. On attaque tout de suite avec l'écran qui permet d'accéder finalement au Hub pour les utilisateurs. Donc, on va avoir une vue de la plateforme technologique avec l'ensemble des assistants, une vue sur les agents qu'on va voir par ailleurs et un historique des échanges. Donc, on va commencer par focaliser sur Mailbot. Mailbot, c'est un process. Donc, on va voir qu'on a un mail d'entrée. Après, on va avoir une synthèse et un ragging de plan d'action. Après, on va avoir un prompt, une IA, ça va très vite, mais en tout cas, ça donne un vrai process de réponse à un mail. Sur la partie plutôt ASCO, là, on est vraiment sur l'échange documentaire. On va accéder à la documentation et on va tout de suite, de manière transparente, la retranscrire à l'utilisateur. Il va pouvoir la consulter pour vérifier son information. On a parlé d'Agilus, là on est sur un parcours de personnalisation de la LLD LOA du monde de l'auto. Donc là, l'utilisateur va choisir ses critères vis-à-vis du conseiller, il va identifier un budget, il va décrire en langage naturel qu'est-ce qu'il souhaite dans une voiture. Tout de suite, on va créer un persona qui décrit justement cette interaction et ce persona est utilisé pour recommander à travers notre catalogue les voitures qui sont disponibles à travers tout ce qu'il a saisi dans le parcours. Et ça, c'est l'IA générative qui est raguée à travers nos modèles à nous. On peut aller jusqu'au bout sur de la tarification et après aller jusqu'à la souscription. Et donc là, on utilise l'IA vraiment pour hyper personnaliser. On a parlé de Build Your Agent, là on est vraiment sur une notion de parcours. J'ai envie que mes utilisateurs puissent créer leur propre agent. Donc on commence par le parcours, on définit le nom de l'agent, on pose des questions très simples aux utilisateurs. Ça leur permet de définir un petit peu ces éléments-là. Ils vont pouvoir alimenter des exemples justement de réponses qu'ils veulent avoir et surtout associer des documents, configurer des outils. À terme, ça sera des outils, mais aujourd'hui c'est des documents qu'on va pouvoir ingérer. Ils vont spécifier le document, créer des bases de connaissances, tester cet agent-là qui vient de produire et tout de suite le déployer et même le partager à des collaborateurs. L'idée, c'est d'en faire vraiment un vecteur d'adoption. Donc là, on a testé. Et là, on décide de partager aux différents collaborateurs. Et à partir de là, on publie l'agent. Il devient disponible dans la catégorie Mes agents. Et on va tout de suite interagir avec lui. Sur la sécurité, on va être un petit peu vulgaire, on va essayer d'insulter un collègue, et là, on voit tout de suite que l'IA, c'est pas l'IA qui répond, c'est les guardrails qui répondent et qui bloquent carrément l'appel. Là, on voit le dashboard IA responsable qui permet justement de resituer l'ensemble finalement des interactions qu'on va avoir avec l'IA. Et pour les experts, justement, on va voir cette observabilité. Donc là, on retrouve dans les outils l'ensemble des interactions qu'on va avoir. Et notamment, on va aller chercher cette interaction vulgaire. On a décidé d'insulter un client. Et on va retrouver l'ensemble finalement de l'interaction avec finalement le prompt qui a été bloqué et les guardrails qui ont été déclenchés. De la même manière, on va avoir sur un Power BI des éléments de suivi de temps réel de l'ensemble. Là, on est sur la partie vraiment configuration. Donc là, on décrit en configuration un cas d'usage. On lance finalement cette configuration et on a un nouveau cas d'usage qui arrive avec l'écran, qui est configuré, qu'on va pouvoir tout de suite utiliser. Et donc, ça nous permet vraiment d'accélérer. Donc, Sophia Hub, c'est vraiment notre moteur d'adoption de l'IA responsable aujourd'hui au sein de Sofinco. Hop. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes sur une approche de plateformisation de l'IA, l'idée, c'est de dire on a traité de manière systémique la conformité, la sécurité et le RSE sur toute ma plateforme. Je ne pose plus ces questions quand je développe un nouveau cas d'usage. Ça veut dire que c'est déjà traité by design et quelque part, ça a été établi une vraie confiance dans le système que vous allez créer. L'idée, c'est établir cette confiance et surtout factoriser un temps énorme que vous allez avoir sur cette compliance, sur justement les enjeux que vous allez avoir dans l'entreprise et de les factoriser dans votre fondation technologique. On a parlé beaucoup de tech, je pense qu'il faut parler aussi un petit peu d'humain et de partager qu'est-ce qui a permis aussi d'aller jusqu'à ces approches-là et comment on les a consolidées.
En fait, il faut voir, aujourd'hui, on avait eu 3 réflexions majeures qu'on a posées dans l'équipe en se disant comment on allait y arriver. La première, elle est plutôt organisationnelle sur les logiques agiles. Comment arriver à avoir une équipe centralisée qui va traiter avec l'ensemble des directions métiers sur l'ensemble des cas d'usage qu'on va avoir dans l'entreprise. Donc, il y avait une réflexion autour de cette factorisation finalement des cas d'usage. Le deuxième, c'était vraiment les compétences. Quelles sont les compétences qu'il nous faut dans l'équipe pour pouvoir arriver à avoir cette approche de plateformisation? Et le troisième point, c'est quelle culture adopter dans une équipe pour arriver justement à ce niveau de factorisation de l'IA responsable. Comment on l'a traité aujourd'hui, par exemple, dans l'organisation? On a créé une sorte de tripartite entre l'IT, les métiers, mais aussi la Data Management Office qui fait, on va dire, qui prend le rôle d'un proxy PO. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir justement factoriser un petit peu les différentes priorités qu'on va avoir sur l'ensemble des directions métiers et arriver à consolider les cas d'usage qui sont les plus importants pour l'entreprise pour pouvoir accélérer à ce niveau-là. Donc, on a créé des rituels à travers cette tripartite et un vrai alignement stratégique vis-à-vis aussi de notre GMO pour pouvoir arriver à atterrir sur une priorisation des 10 cas d'usage. Un axe très très majeur qu'on a lancé, c'est ce qu'on appelle l'école de l'IA by Sofinco. On a construit avec notre DRH un vrai parcours de reconversion. Quand on parle de reconversion, c'est pas uniquement de prendre un tech et de l'amener dans l'IA. Non, on est allé plus loin. En fait, pour nous, quand on parlait d'IA, il y avait un vrai enjeu sur la pertinence des IA. Est-ce que mon IA, elle répond au cas d'usage? Et donc, il faut que je sois un petit peu expert dans le monde du recouvrement, que j'ai peut-être exercé une activité de conseiller. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher. On est allé chercher des profils métiers qui n'ont jamais fait de tech et qui étaient plutôt dans du support, même parfois des conseillers qui étaient dans des activités du recouvrement, etc. Et on est allé les chercher pour les amener sur un nouveau rôle qu'on a appelé Prompt Tester QA. L'idée, c'est de dire, on a une première livraison qui est produit du cas d'usage, on a besoin d'un profil qui a cette coloration métier, qui est au plus près finalement de l'équipe IT et qui va tout de suite nous orienter sur la tonalité des réponses. Est-ce qu'elle correspond à quelque part l'attendu d'un conseiller finalement qui va utiliser ces approches-là? Et donc d'avoir une vraie capitalisation sur une expertise humaine qui est au plus proche de nos utilisateurs. Et donc on les a amenés dans l'équipe IT et aujourd'hui ils font partie prenante de tout le processus qu'on a vu et notamment toutes les approches human in the loop qu'on a vues sur les itérations et les validations de fichiers. Aujourd'hui, c'est ces QA-là qui les opèrent et qui sont devenus très opérationnels et qui nous font réussir aujourd'hui le déploiement de nos cas d'usage. Et on a créé, en plus du prompt tester et QA, un rôle d'IAGEN Engineer. Alors, l'idée de l'IAGEN Engineer, c'est d'être plutôt un data scientist qui va avoir des approches d'engineering plus poussées, d'automatisation et de mise en production. Sur les approches de culture, là, quelque part, on a instruit des practices animées par les membres de l'équipe, avec des leaders des membres de l'équipe, notamment une practice IA responsable, qui va vraiment décliner les valeurs pour qu'on les infuse dès le départ dans la construction. On a une practice sur l'interface design. Il faut savoir que quand vous allez développer des interfaces IA, elles sont potentiellement différentes des interfaces classiques déterministes. Vous êtes dans le monde indéterministe, vous allez devoir gérer des erreurs de manière différente, et donc vous allez avoir une practice qui doit s'aligner vis-à-vis de ce nouveau monde qui se dessine. Et on a une practice qu'on appelle Dev Platform as a Service. Elle vise à factoriser tout ce normatif, toute cette sécurité dans une approche de plateformisation. Donc là, c'est vraiment le dispositif organisationnel humain. Et la question qui peut se poser, c'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes, pour faire simple, c'est d'aller comme une startup scaler. Aujourd'hui, quand on a démarré Sofinco, la plateformisation de Sofinco, elle était propre à Sofinco et on commence aujourd'hui à vouloir l'étendre à toutes les BU à l'international vis-à-vis de notre groupe Personal Finance and Mobility. L'idée, c'est de dire tout ce qui est spécifique, on va pouvoir l'encapsuler dans le Sophia Hub. Donc, on va avoir un Sophia Hub par BU et en même temps, on sera en mesure de factoriser tout ce qui est commun, notamment le normatif et toute la partie gouvernance data dans le SOC qui est déjà défini et d'avoir un vrai accélérateur et surtout un référentiel, un cadre commun de l'IA responsable. Donc voilà, j'espère vous avoir inspiré dans la démarche d'une IA responsable. Le plus important, s'il y a un message à retenir, c'est de vous dire que l'IA responsable, ce n'est pas un frein à l'innovation, c'est vraiment lui donner un cap. Merci à tous.
Et n'hésitez pas à scanner le QR code du coup et à laisser votre feedback pour cette session du coup sur l'IA responsable.